L'Ouzbékistan. C'est le pays d'Asie centrale le plus populaire pour des raisons plus pratiques que poétiques. Il est déjà incroyablement peu cher et c'est de loin le plus facile d'accès. Fini les montagnes escarpées qui culminent à des altitudes indues, ces paysages qui semblent tout droit sortis d'une galerie d'art, et cette ambiance de bout du monde où les éléments semblent dire merde à la civilisation. Mais vous méprenez pas, l'Ouzbékistan a de quoi captiver, car c'est bien ici que la civilisation centra-asiatique rayonne le plus, à travers ces innombrables monuments qui ont laissent et laisseront une image indélébile des routes de la soie et des traditions islamiques qui ont façonné ces terres. Cette arrivée à Samarcande, elle fait un bien fou. Je pense sincèrement que les 2 dernières semaines au Tadjikistan, elles font partie des semaines les plus épuisantes que j'ai jamais passées. Qu'arriver ici, c'est un peu un retour à la civilisation, le retour au calme, le retour aux choses faciles où on n'a pas besoin de trop se casser la tête, de trop se préoccuper pour tout. Je te jure, quand j'étais au cœur des Pamirs au Tadjikistan, il y a des fois, je me disais « Oh, qu'est-ce que j'aimerais être en Irlande ou dans le Doubs ou juste à la maison pour que ça s'arrête parce que c'est trop. » Mais bon, c'était fou quand même. Donc voilà, bienvenue en Ouzbékistan. Croyez-moi, c'est que le début, ça fait à peine 2 mois et demi que je suis parti. On est encore loin d'en avoir fini avec ce projet. Samarcande. Si l'Ouzbékistan ne devait avoir qu'une vitrine, ce serait elle. Depuis des siècles, son nom résonne comme une promesse de grandeur, un mirage de la route de la soie qui, lui, n'a jamais disparu. Ici, l'histoire n'est pas qu'un souvenir lointain. Elle est gravée dans la céramique des coupoles, incrustée dans le bleu éclatant des mosaïques, figée dans les ombres des minarets qui se dressent avec une élégance presque irréelle. Et au cœur de cette splendeur, le Régistan. 3 madrassas monumentales qui se font face dans une parfaite symétrie, comme si elles se jaugeaient depuis des siècles dans un dialogue silencieux. Leurs façades rivalisent de raffinement. Arabesque infinie, calligraphie coranique, motifs géométriques où chaque carreau semble avoir été posé avec une précision qui chante les louanges de l'artisanat. Le jour, le soleil caresse leur dôme turquoise, leur offrant 1000 reflets changeants. La nuit, elle s'illumine comme si la ville refusait de sombrer dans l'obscurité. Mais Samarcande ne se résume pas qu'à un seul joyau. Les rues dévoilent d'autres merveilles. La mosquée Bibi Khanim, dont l'immensité témoigne de l'ambition démesurée d'Amir Timour, bâtie pour surpasser tout ce qui existait alors. Et partout, cette même impression d'être un minuscule passant dans un décor plus grand que nature, où chaque brique semble avoir une histoire à raconter. À 2 pas de là, le bazar Ziob, où les épices flottent dans l'air, où les couleurs éclatent, et où chaque allée raconte un bout d'Ouzbékistan. C'est un chaos délicieux qui flatte et stimule les sens. On s'évade entre authenticité et prix imbattable, la parfaite recette de la promenade dominicale. En parlant de prix bas, pour ma dernière soirée sur place, on avait privatisé une boîte de nuit tout entière à 6, avec suffisamment de boissons et de cigarettes pour envoyer une écurie en cellule de dégrisement, tout en monopolisant la section karaoké jusqu'à avoir la gorge en feu, pour la bagatelle d'1 200 000 soum, même pas 90 €. Samarcande, c'est la quintessence de l'Asie centrale. Un pont entre les siècles où les récits des caravanes d'autrefois se mêlent aux voix des visiteurs d'aujourd'hui. Une ville qui n'a pas seulement traversé l'histoire, mais qui l'a façonnée. Et donc nous voilà bien arrivés à Bukhara. Cette vidéo sur l'Ouzbékistan, je sais pas trop comment elle va évoluer parce que finalement il fait tellement chaud ici, je supporte pas la chaleur, moi je suis un homme du froid, hein. Il fait 39 la journée, ça descend à quoi entre 35 et 25 la nuit, mais bon la nuit tout est fermé et puis la nuit il faut dormir aussi, donc écoutez, je vais essayer de vous faire profiter un maximum de l'ambiance du coin parce que c'est quand même sympa. Le rapport entre la chaleur étouffante de Bukhara en été et mes craintes concernant la structure de la narration, c'est que je sortais peu. Et que du coup mes plans construisent une espèce de vidéo fragmentée, éparse, comme une mosaïque de moments pris sur le vif. Bukhara est 2 fois plus petite que Samarcande et concentre autant, sinon plus, d'édifices témoins de son glorieux passé impérial. Si Samarcande est une symphonie majestueuse, Bukhara murmure une mélodie plus intimiste, plus harmonieuse. Ici, les vestiges du passé ne se concentrent pas autour de centres culturels monumentaux, mais s'enchevêtrent les uns autour des autres dans un ensemble plus cohérent, dans lequel la modernité semble difficilement parvenir à s'implanter. Et c'est magnifique. L'immersion est totale car on ne sort jamais vraiment de ce paradigme des marques historiques indélébiles des 2500 dernières années. Ce
Ce qui est particulièrement intéressant, je trouve, avec cette architecture ici, c'est que ça ressemble pas du tout aux mosquées turques. Et ce que je vois ici, c'est vraiment ce que j'attends de voir de l'architecture iranienne. Et je pense que c'est pas pour rien, parce que même si ici on est en Ouzbékistan, une grande partie des habitants, si c'est pas la majorité, autant de Samarcande que d'ici à Bukhara, c'est des Tadjiks. Et les Tadjiks, ils sont, comme j'ai dit dans la vidéo précédente, de culture iranienne. Enfin, le Tadjik, c'est plus ou moins de l'iranien écrit en syriaque. Donc on est dans le continuum ethnoculturel iranien, et je pense qu'ici on y est encore en fait. Même si l'ethnie ouzbek est aussi apparentée aux Turcs, comme les Kazakhs, les Kirghizes, etc. Je me suis renseigné rapidement du coup sur la composition ethnique de la ville. Donc les officiels ouzbeks, eux, ils vont vous dire que les ouzbeks sont très majoritaires et que les tadjiks représentent une infime minorité. Dans les faits, bon, ça reste des ondis, mais c'est des ondis qui sont quand même très persistants. Il semblerait qu'effectivement la ville soit très majoritairement tadjik, mais c'est compliqué de faire des statistiques parce que les tadjiks, donc d'ethnie tadjik, qui parlent tadjik comme première langue ici, ils vont quand même se considérer eux-mêmes comme des ouzbeks parce que ils sont titulaires du passeport ouzbek, parce qu'ils vivent en Ouzbékistan. Donc ça reste assez compliqué de vraiment tirer des conclusions fiables. Et ces espèces de mélanges culturels et ethniques, c'est vraiment symptomatique de l'Asie centrale et plus largement de toute l'ex-URSS. Si les frontières de l'ex-Union soviétique sont ce qu'elles sont aujourd'hui, c'est parce que Staline nous a offert un cas d'école du célèbre diviser pour mieux régner. Il a morcelé les territoires pour attiser les tensions locales, laissant les peuples s'auto-saboter plutôt que de se retourner contre sa gouvernance. Une stratégie dont les rémanences se manifestent encore aujourd'hui à travers de nombreux conflits territoriaux. Mais ici, dans le sud de l'Ouzbékistan, l'histoire est encore plus complexe. Depuis plus de 2 millénaires, empires, émirats et autres khanats se sont succédés, et chacun d'entre eux a participé à forger l'identité unique de la région. Ni Bukhara ni Samarcande ne sont représentatifs de la culture purement ouzbèque, mais cette culture rapiécée a su extraire la grandeur de tous ceux qui ont un jour foulé sa terre dans un esprit de conquête. Le sud de l'Ouzbékistan est une cacophonie mélodieuse, pleine de vie, c'est unique et ça a l'air de fonctionner. J'y reviendrai sans doute un jour, juste pas en été. Le soir à Bukhara, autour d'une clope et d'un iced tea bien frais, j'ai demandé au patron de mon hôtel, un homme accompli, si la vie était meilleure avant 1991 ou aujourd'hui dans l'Ouzbékistan indépendant. Il m'a répondu sans détour, l'URSS ne s'est jamais vraiment dissoute. Aujourd'hui, 10% des Ouzbeks travaillent en Russie pour nourrir décemment leur famille. Et de conclure d'un ton amer, la Russie tient toujours l'Asie centrale par les couilles. Et ça se ressent à Tachkent. Regardez ce métro extravagant. Il ressemble à s'y méprendre à ceux de Moscou ou de Kiev. Écoutez les conversations des gens dans la rue. Presque personne ne parle ouzbek ici, ni même tadjik d'ailleurs. Tout le monde parle russe. Malgré tout, le cœur de l'Ouzbékistan bat encore sous la grande soucoupe volante du bazar central, un vestige d'architecture soviétique aux allures futuristes. Ce bazar est dantesque, un dédale sans fin où mon sens de l'orientation handicapant et moi nous sommes perdus plus d'une fois. Ce marché a un air presque steampunk, à vendre des produits traditionnels artisanaux et de beaux légumes frais dans cette enceinte néo-futuriste. C'est assez unique, une fois de plus. On y trouve de tout sauf les roubles que je cherchais désespérément avant mon départ à Moscou. Le change informel, sous la table, semble avoir basculé du côté de l'illégalité. Et en chinant du rouble à chaque coin de rue, j'ai presque cru que le soleil me grillait la cervelle. Mais je rêvais pas. Presque toutes les voitures sont des Chevrolet blanches. C'est l'héritage d'un monopole improbable. Depuis que General Motors a racheté une usine Daewoo à Andijan en 2008, les Chevrolet sont devenus les seules voitures produites en Ouzbékistan, ce qui leur a permis de démolir la concurrence étrangère soumise à des taxes d'import prohibitives. Malgré leur omniprésence, elles restent hors de prix pour beaucoup. Noyés parmi les marées blanches des Chevrolet et les blocs post-soviétiques grisâtres, le beige des mosquées et le turquoise de leurs dômes remettent un peu de tradition immémoriale au sein de la Tachkent des temps modernes. L'ombre qu'elles apportent et leurs petits jardins fleuris sont l'oasis dont on a tous besoin sous la chaleur de notre infatigable boule de feu. J'ai su apprécier les mosquées tachkentoises qui, plus intimes de par leur taille humaine, contrastent agréablement avec les cathédrales du Sud. Leur spiritualité semble se décupler à mesure que leur gigantisme décroît. Jusqu'à ce que je tombe sur cette énorme mosquée. Mais il se trouve qu'elle est même pas finie. Ils appellent ça le centre de la civilisation islamique. Je pense que ça va être incroyable quand ce sera fini.
Je sais pas trop à quoi cette vidéo elle va ressembler, je suis pas beaucoup sorti, la chaleur me bute la gueule. Et ça fait presque 3 semaines maintenant qu'il a fait plus que 35 sans discontinuer tous les jours. Et j'ai vraiment pas l'habitude, je suis mosellan. Hein. Bah il fait même pas 35 tous les ans en fait. Et la solution que j'ai choisie pour échapper à la canicule, c'est cet immense bâtiment au design particulièrement particulier. C'est un exemple typique de brutalisme soviétique des années 70, c'est l'hôtel Ouzbékistan. Et dans le temps, c'était un hôtel carrément luxueux. Et pour ma dernière nuit en Ouzbékistan, j'ai décidé de réserver une chambre dans cet hôtel pour te le faire visiter. Et tu vas voir que ça a bien dépéri, c'est bien vétuste. Et étant donné le prix qui est quasiment du double du prix du dernier hôtel où j'ai dormi, qui était beaucoup mieux, je suis content d'avoir pris qu'une seule nuit, mais en vrai c'est marrant et venez avec moi, je vous montre ça tout de suite. On va faire un petit tour chez moi. Donc à l'hôtel il fait 16 étages et l'ascenseur est effroyablement lent. Je sens ma vie défiler. C'est long, c'est vraiment long. Et les couloirs, c'est carrément backroom, quoi. Cette moquette un peu décrépite, moi je la trouve jolie, mais je sens qu'elle est pas fraîche, quoi. Et ça, j'imagine que c'est ce qui vous intéresse le plus. Bienvenue dans ma piole. Donc pareil, on a cette merveilleuse moquette qui nous accompagne partout, hein, avec des finitions totalement parfaites. C'est pas mal, le lit est confortable. Quand tu te rends aussi compte que c'est un vieil hôtel, genre t'as pas de prise à côté du lit, t'as pas de prise sur la table de chevet, t'as juste un vieux téléphone dont personne ne se sert jamais. Bah, tu vois, il n'y a aucune finition, et le câble du téléphone il passe sous le lit sur la moquette et puis pouf il se retrouve là, enfin c'est pas bien fait quoi. Avec des meubles qui sentent le poids des années. Alors ça il y a des petites dentelles bien slaves en termes de finition parfaite qui respectent aussi toutes les normes de sécurité. Je peux vous présenter l'armoire électrique de la chambre aussi, du grand art, magnifique. Et la salle de bain de l'autre côté, en vrai, je trouve que ça a plutôt bien vieilli. Bon, ça reste vieillot, hein, ce carrelage couleur... c'est ok, hein. La salle de bain c'est vraiment ok. Tout n'est pas acheté, hein. Genre c'est pas un mauvais hôtel, hein. C'est pas non plus, voilà. Et un truc vraiment cool par contre, c'est qu'on a un balcon. En revanche, il y a un truc que je peux pas vous montrer en vidéo, mais je peux vous le décrire, c'est l'odeur. T'as une vieille odeur de clope, genre des clopes qui ont connu Brejnev, tu vois. Et d'ailleurs cette moquette aussi, elle a probablement connu Léonid Brejnev. Là, on est vraiment dans un hôtel qui a connu cette époque. On vit un peu les sensations de l'époque. En vrai, je pense que quand tout était neuf, quand les bois étaient tous en bon état, quand la moquette était fraîche, quand la peinture était neuve, quand les rideaux étaient neufs, quand les couleurs devaient bien péter, que ça devait être un beau rouge bien vivant, ça devait être pas mal du tout en vrai. Hein. Pour remettre les choses dans le contexte. Tout n'est pas acheté, je regrette pas d'être venu, tout comme je regrette pas d'y passer qu'une seule nuit, parce que franchement j'étais bien mieux dans l'autre hôtel, surtout pour bosser sur les montages et compagnie. Il se sera passé presque 8 mois entre cette prise et son montage. Elle a été difficile à monter celle-là. Le rush n'avait aucune cohérence, aucun fil conducteur. Ça a été un casse-tête de créer une narration par-dessus. Je m'en vais un peu frustré d'avoir raté autant de ce pays spectaculaire, mais très satisfait de vous avoir raconté cette histoire sous cet angle peu banal. On se reverra au Ouzbékistan, on se reverra. Et nous, on se revoit dans quelques semaines à Moscou. La bise. G'rumkaga qo'yib gaplashing yonimda diyordi. Bismillahirrohmanirrohim. Bitta olsam, bitta qiz xola. Alloh, buradagi assalomu alaykum, yaxshimisiz?